Juste vous dire, le conflit de travail concernant les trains, le CN et le CPKC, là, on est passé à autre chose. Il n'y a plus personne qui parle de ça. C'est juste que, un, c'est pas terminé. Et deux, il faudrait peut-être aussi prendre le temps de prendre 2-3 notes, là. Parce que si ça arrive encore, mettons prochainement, parce que là, je reviens sur la première info, là, c'est pas fini, là. Ils vont aller en appel, ils vont... ce qu'a fait le gouvernement, de ce que je comprends, c'est quelque chose de rarissime, c'est quasiment une première. Donc, on va aller tester ça devant les tribunaux. Les syndicats, les Teamsters sont vraiment pas contents. On a jasé d'ailleurs avec leur porte-parole la semaine passée, puis lui semblait tenir son bout, puis je pense que c'est la mentalité en général, là. Je pense qu'ils sont pas contents, puis je pense pas fini. Cela étant dit, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Cette chaîne d'approvisionnement-là, cette, comment on l'appelle, la colonne vertébrale de l'économie canadienne, qui est le chemin de fer qui traverse le pays d'un bord à l'autre, là, ça ne peut pas arrêter. Les conséquences seraient drastiques. Oui. On va aller justement en jaser. C'est Vincent Geloso lui-même qui m'a proposé de revenir sur ce sujet-là. Vincent, bonjour, tu es salué. Salut, bonjour. Ça me semble qu'on parle plus, là, c'est fini. Là. Tu sais, beau, il retourne au travail, il n'y a rien de fini là. Écoute, effectivement, ça c'est venu, il y a eu une poussée dans les médias sur le sujet et ça a redisparu alors que ça devrait nous inquiéter dans l'avenir parce que le fédéral a fait quelque chose. Il a décidé d'imiter les deux pires provinces au Canada en matière de réglementation des relations de travail, c'est-à-dire le Québec et la Colombie-Britannique, en interdisant le recours à ce qu'on appelle des travailleurs de remplacement. Puis les travailleurs de remplacement, c'est que lorsqu'il y a un conflit de travail, c'est possible de continuer les opérations en embauchant quelqu'un qui est en dehors de la firme. Mais le résultat de ces genres de lois-là, puis on le sait pour le Québec, mais on sait aussi d'un paquet de littérature statistique qui montre que les grèves sont plus longues, elles sont plus fréquentes et elles finissent généralement avec des coûts plus importants. Quand c'est dans le secteur privé, c'est pour les firmes, mais pour l'économie en général, lorsque tu parles d'un syndicat qui peut prendre un secteur névralgique en otage pour des négociations de travail, mais dans ce cas-ci, il va y avoir des coûts qui sont étendus à l'ensemble de l'économie. Donc, on a, avec la loi fédérale qui est contre les travailleurs de remplacement maintenant, mais on devrait s'attendre à plus de grèves comme celle-ci dans l'avenir. Mais ça devrait nous inquiéter. Mais c'est quand même, tu sais, il y a quelque chose de contradictoire, là. On passe une loi pour empêcher les travailleurs de remplacement, mais en même temps, ça force le gouvernement à passer une loi, c'est presque du jamais vu, qui force le retour au travail, l'arbitrage exécutoire, sans passer par une loi spéciale. Donc, lui-même, c'est tu sais, la fameuse image du mime, le gars qui se met un bâton dans la roue lui-même, là. C'est à peu près, oui. C'est un peu ça, là, qui se passe, là? C'est à peu près ça, mais écoute, comme ça fait plusieurs fois qu'on se parle, je pense que j'avais commencé à réaliser que j'ai un certain cynisme à l'égard des politiciens. Je suis prêt à croire qu'ils ont la même cohérence que mon enfant qui me dit qu'il veut pas manger quelque chose, puis quand il voit son frère le manger, ben là, il change d'avis. Je m'attends pas à énormément de cohérence d'un gouvernement, du moins pas plus qu'un enfant de 5 ans. C'est à peu près ça que je m'attends au niveau de cohérence dans les idées, parce qu'effectivement, c'est d'une incohérence incroyable de ce qui est en train de se passer, parce que effectivement la loi qui a été le retour forcé au travail, ben c'est quelque chose qui a été adopté alors que les syndicats se sentent plus téméraires à cause des positions du gouvernement. Donc le fait que le gouvernement a annoncé qu'il allait faire ça puis que ça allait s'appliquer bientôt, ben non seulement il va en avoir plus dans l'avenir, mais les syndicats se sentent plus téméraires. Et il faut se rappeler qu'au fédéral, il y a pas juste le transport ferroviaire qui est réglementé au niveau fédéral. Il y a le secteur aérien qui est aussi réglementé au niveau fédéral, les ports. Oui, mais c'est quand même, c'est tous des secteurs, c'est assez névralgique. Tout ça, ça fait toute partie de notre chaîne d'approvisionnement, là. Oui, puis écoute, on a un parallèle de ça. Les grèves dans le secteur postal, les gens oublient ça, mais chaque fois qu'il y avait des conflits de travail avec la société d'État, parce que c'est important de souligner que c'est une société d'État pendant longtemps, qui est Post Canada, parce que Post Canada, il y a Purolator qui n'est pas public exactement, mais non, c'est pas important ce détail-là. Lorsque la société d'État est en conflit de travail, ben les syndicats peuvent prendre
l'économie canadienne en otage via le service postal. Et c'est plus autant un problème aujourd'hui à cause des avancées technologiques. Mais il y a 10, 15, 20 ans, ces grèves-là, quand on essayait de les quantifier, ça se quantifiait pour quelques jours de grève, des fois, à des coûts gigantesques dans l'économie dans son ensemble. Mais c'est la même chose qui va se passer ici, mais au lieu d'être la poste, et pas un secteur particulièrement important. Ouais. Là, tu peux t'imaginer que chez les chemins de fer, les ports, les aéroports, là, c'est beaucoup plus gros. Tu t'imagines toutes les gens qui se rappellent c'est quoi une grève postale, là, puis peut-être pas une tonne de gens qui s'en rappellent. Ben imaginez ça fois 10. Non, oui, mais l'autre affaire, parce que là, on s'entend que ça passe très mal. C'est sûr que les travailleurs, puis même en parler de la semaine passée, c'était touché. Parce que là, tu as des gens plus syndicalistes qui disent, ben oui, là, vous crachez dans la face des travailleurs, puis ont le droit d'améliorer leur sort. Mais tu sais, il y a quand même une différence entre, je sais pas, une compagnie, mettons une shop, une usine privée, il y a une grève, mais là, finalement, l'employeur finit par voir ses ventes baisser, puis il y a avantage à régler, puis là, l'autre travaille plus, puis le fonds de grève disparaît, puis tu sais, à un moment donné, il y a comme naturellement une pression qui fait en sorte qu'ils vont probablement finir par trouver un terrain d'entente puis s'entendre. Là, on parle de public, on parle... Tu sais, j'entendais d'autres analystes, d'autres économistes qui disaient, écoute, de pénurie de nourriture, d'explosion des prix, d'explosion de la demande parce qu'il n'y a plus d'offres, puis de ci, puis de... Là, 1 milliard par jour en perte économique. Il me semble que... Est-ce qu'ils ont bien fait de passer? Tu sais, on enlève tout le fait que ça n'a pas de bon sens et qu'ils se votent des lois contre les lois, là, mais il n'y avait pas le choix de faire ça, là. Ben, en effet, mais en même temps, il faut peut-être, puis là, c'est peut-être aller à un niveau un peu plus méta, il faut comprendre que les syndicats, ce qu'ils aiment syndiquer, comme en termes d'entreprise, c'est pas des compagnies compétitives. Parce que des compagnies compétitives, ils peuvent pas demander des hausses de salaire trop importantes parce que sinon, la business sort d'affaires. Généralement, les syndicats essayent de syndiquer des firmes qui ont ce qu'on pourrait appeler un pouvoir de marché, que c'est des monopoles. Ben, il n'y a rien de plus monopolisant qu'un gouvernement, par définition. Puis un bon exemple, c'est les aéroports. Donc là, les prochains conflits de travail, on devrait les voir dans le secteur aérien, parce que les aéroports au Canada, même s'ils sont opérés par des firmes privées, c'est le gouvernement fédéral qui décide combien il y en a en opération. Et il a décidé, le gouvernement fédéral, depuis plusieurs décennies, de ne pas augmenter le nombre d'aéroports au Canada. Et le résultat de ça, c'est tous les petits aéroports américains qui émergent sur le bord de la frontière où est-ce que les Américains essayent d'attirer des Canadiens en disant « Viens-t'en chez nous parce que les frais sont plus bas dans ces aéroports-là. Burlington est l'exemple dont on entend le plus souvent parler, d'ailleurs. Exactement. Mais là, le mécanisme que tu as décrit, où est-ce que l'entrepreneur il dit ben il faut que je cède l'augmentation de salaire ou que je mette un terme au conflit, puis est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est déraisonnable? Ben ce mécanisme-là, il n'existe pas dans le cas des aéroports, il n'existe pas dans le cas des infrastructures fédérales, où est-ce que le gouvernement fédéral a décidé de réduire la concurrence via son propre désir. Et à cause qu'il a fait ça, ben non seulement il n'y a plus de mécanisme de contrepartie, mais en plus, il augmente le pouvoir des syndicats de pouvoir prendre l'économie canadienne en otage. Donc, présentement, là, ce que le fédéral a fait, c'est littéralement, quand tu décrivais tantôt quelqu'un sur un vélo qui décide de mettre son propre bâton dans ses propres roues de vélo, il n'a pas juste mis un bâton, il a mis une planche de 2x4. Oui, ça arrêtait sec. Là, parce que là, dans les deux roues. Les syndiqués, les syndicats qui représentent justement, comme tu le dis, les autres secteurs, là, des aéroports, des ports, eux autres, ils ont pris des notes, là. Ils sont tous prêts. Ben, en fait, il y a d'autres grèves. Puis là, parce qu'on en parle, mon cerveau, il échappe un détail, mais il y a une autre grève qui vient, il y a une autre autorisation de grève qui a été votée, j'ai envie de dire, c'est par les pilotes. Oui, je pense que c'est Air Canada, oui. C'est ça. Ben, tu vois que à cause de cette loi-là, l'interdiction du travail de remplacement, ben les syndicats se sentent enhardis, se sentent plus téméraires, ils sont prêts à aller de l'avant avec davantage de conflits de travail. Et ça va finir avec des conflits qui sont plus longs, plus fréquents. Et celui qui va payer la facture dans ce cas-ci, c'est le contribuable et le consommateur canadien. Ah ben ça, c'est comme d'habitude. Juste essayer là, de voir, parce que là, je comprends que le gouvernement, c'est en grande partie de sa propre faute. Là, il s'est pelure de bananiser, comme on dit. Mais au-delà de ça, on fait quoi? Est-ce qu'on ouvre le marché? Ça va être difficile parce que les compagnies sont propriétaires des chemins de fer, des rails. Donc là, ça va prendre des ententes, ça me semble compliqué. Ou sinon, on fait quoi? Est-ce qu'on peut décréter, ça d'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas fait, que le transport
transport des marchandises, quand ça concerne de la nourriture puis des choses propres à la survie de l'humain, du Canadien moyen, pourquoi c'est pas service essentiel? Ça, c'est une question que j'ai entendue 1000 fois, personne ne répond. Le gouvernement a le pouvoir de faire ça? Écoute, c'est sûr que la première chose à faire, c'est de retirer la loi fédérale sur les travailleurs des travailleurs de remplacement. Il n'y a pas d'autre solution. Ça doit être enlevé. Mais effectivement, comme tu dis, ça va être tough. Mais il y a des trucs indirects qui peuvent être faits. Par exemple, au Canada, de pas juste privatiser les aéroports, mais de les libéraliser. Donc, de permettre aux gens et à des villes, s'ils veulent autoriser l'usage de leur territoire, d'ouvrir des nouveaux aéroports. Comme ça, il y a plus de concurrence qui est ouverte, mais aussi permettre plus de transporteurs aériens, parce qu'au Canada, il faut comprendre, par exemple, que dans le secteur aérien, qui est réglementé par le Code du travail fédéral, tu peux pas avoir des compagnies qui sont des compagnies étrangères qui font des services à l'intérieur du Canada, donc tu as moins de concurrence. Si tu permets à plus de firmes de rentrer dans le marché, tu dilues ce problème-là. Ouais. Donc, des choses qui enlèvent les barrières à la compétition, ça serait toutes des choses qui iraient de l'avant pour éviter ce type de problème-là dans l'avenir, hormis la loi, enlever la loi contre les travailleurs. Mais ça serait l'idéal, un peu comme tu dis, là, dans les autres secteurs, puis je vais inclure même l'alimentation, les grossistes, tout ça, on devrait avoir plus de compétition. Oui, mais alimentation, il faut comprendre que c'est beaucoup plus provincial. Les secteurs fédéraux, c'est bancaire. Bancaire, télécommunications, broadcasting. Regarde, je vais le prendre l'exemple. Les banques, on manque de compétition des banques. Là. Ça a été, il y a plusieurs textes, puis ça a été prouvé, ça aussi. Là. Écoute, comme économiste, si tu me dis, est-ce que c'est quoi qu'on devrait faire pour avoir plus de concurrence? Est-ce qu'il y en a assez ou pas assez? Ma réponse, c'est assure-toi de ne pas l'empêcher pour commencer légalement. Je sais pas c'est quoi la réponse, c'est quoi la bonne quantité de concurrence. Mais la réponse, si le gouvernement met des barrières à l'entrée de nouvelles firmes, ça, c'est mauvais. Et dans plusieurs secteurs au Canada, on fait ça présentement. Pas juste le bancaire. Là. On parle télécom, on parle secteur aérien, on parle secteur minier, on parle du secteur aérien, on parle du secteur postal. En fait, j'avais fait une étude avec l'Institut Fraser il y a maintenant, juste un peu avant la COVID, ça te ramène en arrière. Ouais. On montrait que si tu prends tous ces types de barrières-là à la concurrence que le gouvernement fédéral et provinciaux mettent ensemble dans le chemin de nouveaux compétiteurs, donc de nouvelles firmes qui essaient d'entrer dans les marchés, tu as environ 35 de l'économie canadienne où est-ce qu'il y a des protections substantielles contre la concurrence qui sont établies par l'État. Incroyable. Puis, tu sais, moi, à un moment donné aussi, la concurrence, tu sais, c'est comme à tout bout de champ. Là. Y a-t-il trop de microbrasseries? Y a-t-il trop de restaurants? Écoute, s'il y en a trop, ils vont fermer. C'est comme ça s'appelle la compétition. Quand l'autre est meilleur, toi, t'es trop, tu t'en vas. Tu sais, je veux dire, je comprends là, que c'est à un moment donné, on veut régulariser le marché, mais là, je pense qu'on est allé à l'inverse. Là. C'est peut-être... Chaque fois que tu entends quelqu'un dire ça, c'est un mot code pour dire qu'il veut que l'État vienne interdire la concurrence contre lui. C'est toujours un code word pour du BS corpo, pour des choses qui sont anti-marché et qui, ultimement, seront anti-consommateurs. C'est toujours un code word pour quelque chose d'autre. Puis quand tu entends ça, fuis. Oui, tu peux aller à l'inverse. Mais anyway, regarde, on va probablement s'en reparler parce que, comme je dis, je pense que c'est clair que les syndicats ont affiché leur couleur. Ils vont appeler de la décision, puis ça va aller en cours, puis c'est pas terminé. C'est un répit. On y reviendra. Je vois le temps avancer. Je sais que tu voulais peut-être aussi nous parler un peu d'immigration. La semaine, là, je dis la semaine passée, je pense que c'était à la fin de la semaine d'avant. Le gouvernement Legault a fait, puis je trouve qu'ils l'ont fait de façon très pompeuse, là, une espèce de grande conférence de presse pour dire là, l'immigration, on met un point sur la table. On a finalement accouché d'une crevette. Là. On s'est rendu compte que leur mesure, c'était quoi, 1 ou 2 % du total d'immigrants qui rentrent. Bref, coup d'épée dans l'eau. Là, on a Paul Saint-Pierre Plamondon qui réplique et dit, moi, je vais vous faire un plan de réduction drastique concernant l'immigration. Ça, c'est un autre point névralgique de notre économie, là, la force de travail, la population, l'immigration. T'en penses quoi de ça en général? Et du plan de Legault qui a été mis en œuvre, qui pour moi est un pet de sauce, et du plan de Paul Saint-Pierre Plamondon qu'on connaît pas encore, mais on sait qu'il va aller beaucoup plus loin que ça. Là. Écoute, si
tu pourras pas trouver un économiste au Québec qui est plus pro-immigration que moi. Je suis généralement, en fait, en faveur de ce que tu pourrais appeler une libéralisation massive de l'immigration, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que la capacité de s'accommoder d'une grande entrée d'immigrants dépend de la qualité de nos institutions. Si tu as un marché du travail hyper réglementé, puis que la population, disons, je vais exagérer, double par immigration du jour au lendemain, mais ça va être très difficile de s'accommoder de ça. Et on le voit dans des pays comme la France, comme la Grande-Bretagne, où les marchés du travail sont hyper rigides à cause des interventions de l'État. Le problème de l'immigration, ça revient encore une fois, quand les gens le perçoivent comme un problème, c'est pas un problème de l'immigration, c'est le même problème qu'on parlait tantôt avec le gars sur son vélo qui décide de mettre un bandeau dans sa propre roue. Le problème, quote unquote, est causé par la surréglementation de l'économie. Il n'y a aucune limite à la capacité d'intégration des immigrants de la société québécoise. Si tu es capable de t'adapter, c'est ça. Dans la mesure où on ne met pas de barrière à l'entrepreneuriat, on ne met pas de barrière à la reconnaissance des diplômes des immigrants, qu'on ne met pas de barrière au travail des immigrants. Mais si tu tiens compte de ça, parce que j'ai une étude qui est en cours que je suis en train de faire, on a les résultats préliminaires depuis quelques jours, on est capable de montrer que dans les provinces où il y a moins de réglementation du travail, moins de réglementation de l'entrepreneuriat, des immigrants, dans les 3-4 années après leur arrivée, ils ont eu des gains de salaire plus importants, ils ont eu plus de mobilité sociale, donc ils ont réussi à converger vers la population d'accueil beaucoup plus rapidement. Donc, ça veut dire qu'ils se sont mieux intégrés. Ben, M. Legault puis M. Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qu'ils sont en train de défendre, c'est de s'attaquer aux symptômes au lieu d'un problème fondamental, comme tout bon politicien, se mettre un doigt dans l'œil en espérant pouvoir régler un problème de calvitie. Mais mettons qu'on est réaliste, là, puis je sais que t'es quelqu'un de très terre-à-terre, là, sinon tu serais pas économiste. C'est comme ça. Je dirais ça à ma femme. OK, parfait. Mais tu sais, admettons là que je vis de rêve et d'eau fraîche, puis que je me dis, ben oui, mais on va s'accommoder, mais là, écoute, c'est parce que moi, j'y crois à zéro. Là. À un moment donné, ça devient une question purement mathématique. On a tant de logements, on peut pas accueillir 3 fois plus de monde qu'on a de logements, et avoir un permis à Montréal, ça prend 3 ans. T'sais, donc, c'est sûr, je suis entièrement d'accord avec ton analyse, mais on n'est pas là, puis je vois pas le jour où on va être là, on s'entend, là. Oui, mais en soi, je trouve ça, je comprends la réticence des gens, puis c'est la même que tu partages avec tout le monde quand ils disent, par exemple, on n'a pas assez de logements à Montréal, on n'approuve pas assez de logements à Montréal pour le nombre d'immigrants. Le problème de l'immigration, dans le cas du logement, c'est quelque chose qui empire une situation, mais régler le problème fondamental l'améliore pas juste pour les immigrants, il l'améliore pour nous. Non, je sais, mais j'ai zéro confiance que ça va arriver, c'est juste ça. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des coûts pour nous d'avoir moins d'immigration. Les gens sous-estiment les bénéfices économiques de l'immigration. L'immigration nous permet de se spécialiser davantage. En fait, quand on regarde dans le long terme, la plupart des travailleurs bénéficient de la présence d'immigration. Il y a un débat si le bénéfice est également réparti, mais généralement, en fait, on trouve que même les travailleurs peu qualifiés bénéficient de davantage d'immigration, parce que des économies avec beaucoup plus d'immigration sont des économies plus diverses, avec plus de compétition, avec plus de spécialisation, et le résultat, c'est des économies qui sont plus riches en général. Peut-être des gens aussi plus travaillants. Ça peut rentrer aussi, je pense juste à l'agriculture quand on en engage. Mais tu sais, j'ai envie de faire l'avocat du diable. Tu sais, je lisais juste aujourd'hui, là, dans la région de Québec. Là, on n'est pas à Montréal. Région de Québec, on a de la difficulté à accueillir des élèves convenablement, étant donné le lot d'immigrants arrivés. On a fait des demandes au gouvernement pour avoir des espaces qui, horreur, ont été refusés. Fait qu'on manque d'espace, on n'est pas capable de les accueillir convenablement, puis on dit, il faudrait en avoir encore et encore. Ça marche pas. Si on n'est pas, même juste au niveau de l'éducation, là. De la santé. Ils se cognent le nez. Oui, puis la santé, écoute, aller à l'hôpital, c'est un défi. C'est une vérité conséquente, je pense, aller à l'hôpital aujourd'hui. Encore une fois, je reviens au fondamental ici, puis vos propos, c'est pas que j'ai un désaccord avec l'analyse de la chose, c'est que je suis prêt à aller un niveau plus loin puis dire que, on a vu dans le passé des augmentations beaucoup plus importantes proportionnellement de la population. Et on s'est accommodé très, très bien. La différence entre ces épisodes passés et l'épisode présent, c'est qu'il n'y avait pas toutes les barrières que l'État met en chemin. Ces barrières-là nous coûtent à nous, point barre, mais elles empirent quelque chose qui devrait être normalement un bénéfice pour la société.
Donc, les gens, présentement, se concentrent sur un symptôme au lieu de la cause fondamentale qui est la rigidité que l'État impose sur notre capacité de s'adapter à des changements et même de les convertir en des changements qui sont bénéfiques. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on commence à changer la conversation pour dire le problème, c'est pas les migrants, c'est l'étatisme. Non, oui, puis ça, Vincent, de toute façon, on s'ostine en rond parce que je suis probablement à peu près 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est juste que dans la réalité, puis je sais que finalement, c'est l'immigrant qui paye. Là. C'est ça, je suis conscient de tout ça. Mais puis au-delà du racisme, puis de la xénophobie, puis de ci, puis de ça, 100% d'accord qu'un immigrant qui arrive dans un endroit où il peut aller à l'école, il peut aller à l'hôpital, il peut avoir un logement pas trop cher, décent, qui a de l'allure, une bonne job où il va pouvoir après faire des activités puis se mêler avec le monde. Puis c'est sûr que ça change tout. Que, mettons, je prends la situation inverse, un immigrant qui arrive, puis là, on le parque dans une chambre de motel pendant des mois, puis qui n'a pas de permis de travail, puis qui peut pas aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place, puis ses enfants peuvent pas aller à l'école, il n'y a pas de place à l'école. C'est sûr que finalement, il va se ghettoiser, puis ça peut mal virer. Tout ça, et l'économie part de tout, mais dans la réalité où on est, tu sais, le monde que toi, tu me décris, je le souhaite, mais j'y crois pas. C'est juste ça. Il n'existe pas, là. Faut que tu te rappelles que le politicien moyen est une guidoune. Oui. Si tu changes les paramètres de la conversation pour faire en sorte qu'il y a une pénalité de parler des symptômes, mais non pas des causes. Donc, tu avais de parler du problème de l'immigration au lieu de parler des problèmes de l'étatisme, le politicien étant une guidoune, il va se changer vers je sais pas. Parce que là, c'est bien cimenté, ça, là. Je veux dire, toutes les normes, les réglementations, ça fait des mois, voire des années que les politiciens nous disent qu'ils vont alléger ça, puis qu'ils vont changer ça, puis qu'au total, il n'y a rien qui change. Il y a des règles par-dessus les règles. Il faut juste continuer de répéter la même chose. On lâche pas. Il ne faut jamais oublier, ils sont des guidounes, ils vont répondre. C'est jamais des proactifs. Hey, parlant de guidounes, juste te dire, on se parlait, puis écoute, là, c'est une dépêche qui vient de sortir qui dit que le PLQ, le Parti libéral, Marc Tanguay, le chef par intérim, dit que la capacité d'intégration... soi-disant libéral. Effectivement, c'est bien de le dire. Le soi-disant Parti libéral du Québec dit que la capacité d'intégration du Québec est dépassée. Lui, ce qu'il dit, là, c'est que la capacité d'intégrer des immigrants au Québec pour leur donner des services publics qui va de soi. Oubliez ça, là, c'est dépassé. On n'est pas en contrôle, c'est ce qu'il semble dire. Toi, dans le fond, t'es pas d'accord, pas en tout avec ce qu'il dit. Ben non, puis ça confirme que le Parti libéral n'a de libéral que l'étiquette. Au-delà de ça, le libéralisme, il n'est plus présent dans ce parti-là. C'est juste une confirmation. Dans le fond, là, parce que jouer à guidoune, ça va des deux bords. Fait que là, il voit que présentement, la population, l'immigration, les loyers, on voit que le narratif au Québec, c'est pas très positif avec la masse d'immigrants qui arrivent et notre capacité d'accueil. C'est pas nécessairement sur leur identité. C'est vraiment plus sur on n'est pas capable de les accueillir correctement, tout coûte cher, etc., etc. Ce qui est vrai, mais il faut changer ça. Fait que lui, il se guidonise puis il suit le narratif. Écoute, c'est rare que je fais des commentaires sur la politique, mais oui, c'est vrai. faut jamais oublier que les consommateurs ont tendance à préférer l'original à la copie. Si tu veux le discours nationaliste sur l'immigration, le Parti libéral doit faire compétition avec le Parti québécois, le premier détenteur du discours nationaliste, suivi de la CAQ, qui est le deuxième pâle copie, parce qu'il faut jamais oublier que la CAQ, le PQ, c'est le parti d'une idée, la CAQ, c'est le PQ moins cette idée. Donc, le Parti libéral n'est pas du tout en compétition sur ça. Je vois pas pourquoi abandonner les quelques vestiges de libéralisme dans le Parti libéral est en fait une bonne idée, mais écoute, ils veulent continuer de creuser leur tombe. Je les laisse faire. Ah, ben ils cherchent à garder. Et ce commentaire n'implique que moi et moi-même. Et si tu cherches la guidoune des guidounes politiques, on est dans le bon parti. Là. Effectivement. Merci beaucoup, Vincent. Merci. C'est un plaisir. Salut, bye. Vincent Geloso, professeur au George Mason University et économiste senior. Oui, parce qu'il est capable d'en prendre, à l'Institut économique de Montréal.